Bonsoir, messieurs et dames. Vous êtes au JDS, journal du dimanche au soir, et vous avez raison d'y rester pour les 1h30 prochaines, puisque nous allons aborder les sujets majeurs suivants. Académie militaire Georges Namoineau, la promotion refondation est prête à servir. L'Académie militaire, selon son commandant, met désormais l'accent sur la préparation à la mission opérationnelle. La promotion a eu pour parrain le général Tenga Robert Guigemdé. Et puis économie, nous recevrons le ministre du Commerce avec qui nous reviendrons sur les raisons de la dernière augmentation du prix des hydrocarbures, les mesures pour résorber son impact sur une vie déjà chère et les grands chantiers de son département. Et enfin, sport, réfection du stade du 4 août. Les ministres en charge des sports et celui des finances, peu satisfaits des avancements des travaux. Nous reviendrons sur les exigences de la CAF relatifs à la normalisation des stades avec Moumouni Naon. Il est membre de la commission juridique et d'octroi des licences au club à la Fédération burkinabé de football. C'est l'essentiel pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir. Nous l'annoncions en titre et c'est d'ailleurs ce par quoi nous allons donc ouvrir ce JDS. Sortie de la 21e promotion des officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoineau. C'était hier à Pau, en présence du chef de l'État. Le président d'Amiba a salué le travail abattu par les instructeurs. 57 élèves officiers d'actifs, 3 officiers spécialistes ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenants et sont donc prêts à servir leur pays respectifs dans les commandements de leurs armées. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le retour sur cette cérémonie. Cette promotion s'appellera promotion refondation. Refondation, c'est le nom de baptême donné par le président du Faso à cette 21e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoineau. Après 2 ans de formation, ces derniers, au nombre de 57, reçoivent leurs épaulettes, tout comme la 12e promotion des élèves officiers spécialistes qui effectue également sa sortie de promotion. Elle est composée de 3 stagiaires burkinabés. Ils sont ainsi faits par leur parrain sous-lieutenant. Occasion pour le président du Faso, chef suprême des armées nationales, de saluer le travail des formateurs de l'Académie. À l'endroit particulièrement de la nouvelle cuvée de l'Académie, nous sommes venus pour surtout les préparer à ce qui les attend après cette cérémonie sur le terrain, sur le théâtre de la lutte contre l'insécurité. Après le port des épaulettes, place au grand salut effectué par les impétrants. Il est le symbole des honneurs qu'un officier des forces armées nationales rend pour la première fois au chef suprême des armées nationales en signe de reconnaissance et de loyauté. Ce salut est suivi de l'exécution de l'hymne national qui marque leur attachement à la mère patrie. Selon le commandant de l'Académie militaire Georges Namoineau, ces élèves ont été formés au métier des armes et au commandement d'une section d'infanterie. Ces jeunes officiers que nous mettons sur le terrain à partir d'aujourd'hui doivent s'engager pour le bénéfice de la nation et surtout la protection de nos populations dans toutes les contrées du Burkina Faso. Ils ont été formés dans un dispositif qui s'adapte aux réalités du pays. Ils doivent pouvoir apporter leur contribution à la sécurisation de notre territoire et à la réussite de ce combat contre le terrorisme. Le délégué de la promotion a, dans son discours, indiqué que la promotion a reçu les rudiments nécessaires pour distinguer dans la complexité, décider dans l'incertitude et agir dans l'adversité. Au cours de ces 2 années, nous avons été préparés à l'exercice du métier des armes. Nous avons acquis les rudiments et fondamentaux nécessaires pour commander et contribuer à la lutte contre l'extrémisme qui sévit dans nos contrées. Alors nous sommes confiants de nos responsabilités et des missions futures qui nous seront confiées et nous sommes aptes à les relever. L'autre temps fort de cette cérémonie est la transmission du flambeau de l'école à la 22e promotion. Il se transmet de promotion en promotion à travers les majors. Symbole de la flamme vivante de l'école, il doit rester allumé quelles que soient les circonstances. Cette cérémonie de consécration a connu son apothéose avec le défilé des impétrants sous les pas de l'hymne de cette 21e promotion composée de 12 nationalités. C'était donc ce reportage-là qui ouvrait ce JDS, journal dimanche au soir. On passe à l'autre rubrique, c'est celle économie.
Nous l'annoncions aussi en titre. Depuis le vendredi 19 août 2022, les Burkinabés ont constaté une augmentation des prix des hydrocarbures, un ajout de 35 francs CFA pour le litre du super et 30 francs CFA pour le gasoil. Les nouveaux prix à la pompe du litre sont respectivement donc de 750 francs et 675 francs CFA. Le DDO, nous dit-on, connaît également une hausse de 40 francs par litre sur donc le dernier actuel. En mai dernier, une hausse était décidée, ça il faut le rappeler. La Ligue des consommateurs du Burkina Faso LCB exprimait il y a déjà quelques heures dans une note son incompréhension face à la décision entrée en vigueur vendredi dernier, alors que, disent-ils, le prix du baril a chuté à l'international. Nous sommes sur ce plateau avec le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tall, pour ces questions et bien d'autres. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Monsieur Vaha. Un plaisir de vous recevoir. Je suis aussi avec David Nana, avec qui je gère cette frange économie du JDS. Bonsoir David. Bonsoir Monsieur Vaha. Bonsoir aux téléspectateurs de 3TV. Le décor, il est planté, hein, on le disait tout à l'heure. Hausse du prix du carburant depuis vendredi dernier, en tout cas pour ce qui est de l'effectivité de ces nouveaux prix-là. Les Burkinabés en mai dernier on avait eu encore droit, c'était quoi? Pratiquement 100 francs CFA, ce qui n'était pas rien. Qu'est-ce qui explique cette dernière augmentation? Okay. Merci M. Va et merci à tous vos téléspectateurs et à toute votre équipe. Il faut dire que l'augmentation décidée, c'est d'abord suivant le processus habituel, le CIDPH, qui est un comité interministériel qui est sous la présidence de la primature, qui passe en revue la moyenne des prix au cours du mois, regarde les différents paramètres et fait des propositions qui sont validées. Alors, pourquoi cette augmentation? Cette augmentation, parce que le niveau de subvention devenait de plus en plus intenable. Pour vous donner une idée, le litre d'essence revient à 1114 francs. Donc, si on devrait vendre le litre d'essence sans intervention de l'État, c'est à 1114 francs au moins qu'il serait vendu. Le litre de gasoil, s'il devrait être vendu sans intervention, c'est à 1252 francs. Et ça vous donne donc, en prenant l'écart entre le prix de revient et le prix de vente, ça vous donne l'écart qui représente la subvention de l'État. Et cette subvention, il faut la payer. Sinon, la Sonabi ne tiendra pas. Donc, comment faire pour que le carburant soit disponible, parce que nous sommes un pays de l'Interland, parce que nous sommes approvisionnés par le transport essentiellement terrestre? Comment faire pour disponibiliser et avoir un prix acceptable? Donc c'est vraiment cette équation-là que nous avons essayé de traiter, et l'option qui se dégageait, c'était de faire un ajustement à la hausse tenant compte de tous ces paramètres. C'est vrai. Le prix du baril a légèrement baissé. Il était au jour de l'augmentation à 92,20 $. Mais il y a deux choses. D'abord, le dollar aujourd'hui, c'est pratiquement 1 euro. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire le dollar, il est autour de 650 aujourd'hui. Donc, malgré la baisse du cours en dollars, le fait que le dollar a augmenté, in fine, on paye en fait toujours plus cher. Mais mieux, et le cours lui-même à 92 $, c'est un cours très élevé. Et vous vous rappelez quand le dernier ajustement, en tout cas, ou disons l'avant-dernier, celui de mars 2021, le baril était à 60 $ et le dollar était à moins de 500. Donc ça donne une idée, mais le gouvernement est conscient des difficultés et du caractère stratégique du carburant pour notre pays. Maintenant, il faut gérer toutes ces contraintes-là. Voilà pourquoi on a été obligé de se retrouver dans cette situation et d'ajuster. Je disais que la Ligue des consommateurs disait ne pas comprendre, alors qu'il y a eu une baisse du prix du baril qui a été constatée. Certains pays, eux aussi, ont impacté en baissant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Puisque vous parlez de l'euro, du dollar, c'est bien. Le consommateur, ce qu'il regarde, c'est que chez le voisin, on a diminué aujourd'hui pendant que nous, on a augmenté. C'est vrai. Je sais aussi que le consommateur n'aime pas souvent les comparaisons. C'est pour ça que nous ne l'avons pas fait. Mais le pays qui a baissé, il était à 811 les litres. Donc en baissant de 10 francs, il vient à 801. Nous sommes à 750 l'essence. Pour le diesel, le pays qui a baissé de 10 francs était à 809. En baissant de 10 francs, il vient à 799. Nous sommes à 675. Donc c'est pour
traduire un peu tous les efforts que le gouvernement fournit. Je suis consommateur aussi, je comprends parce que ça touche mon pouvoir d'achat, ça me frappe dans le portefeuille comme tout Burkinabé. Nous en sommes conscients et nous nous battons pour que ça puisse baisser. Mais malheureusement, nous dépendons. Nous ne produisons pas, nous sommes obligés d'importer au cours du monde et donc nous sommes obligés de subir. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'achat, c'est en dollars. Et nous, notre CFA est relié à l'euro. Du coup, en fait, il nous faut toujours plus de CFA. Le prix a baissé en dollars, mais quand vous convertissez en CFA, il n'a pas baissé en fait. Donc voilà un peu la situation. Justement, je parlais de mai. Lorsqu'on a eu une première augmentation, ça tapait fort parce que les Burkinabés l'ont vraiment senti, c'était pas dans une petite proportion. Mais ce qui était avancé, lorsqu'on vous écoutait, vous disiez qu'il y avait la volonté de réduction, notamment du flux d'exportation illégale. Est-ce que ça a jugulé cela? Alors, en mai, pour vous dire, le Burkina Faso, comme nous le savons tous, a 6 voisins. Parmi les 6 voisins, seul un avait, en tout cas pour le diesel, c'est-à-dire le carburant qui faisait, le gasoil qui faisait le plus objet d'exportation illicite, nous étions le 2e pays le moins cher. Ça veut dire que parmi nos 6 voisins, 5 avaient du carburant plus cher que nous. Donc ça veut dire qu'il fallait surveiller 5 frontières pour empêcher l'exportation illégale. Techniquement, c'est difficile, tenant compte de la disponibilité en force, en ressources humaines et tenant compte du défi sécuritaire auquel notre nation est confrontée. Ce n'est pas techniquement faisable de mobiliser des forces et de contrôler toutes les frontières. Donc, il fallait ajuster parce qu'on subventionnait pour nous-mêmes, mais on subventionnait d'une façon indirecte voilà, certains frères voisins, ce qui n'est pas tenable parce que nous sommes fragiles tenant compte de la situation que nous vivons. Donc, c'était cela la raison. Ça a porté fruit? Ça a porté fruit, disons, ça a réduit parce qu'on s'est retrouvé après, au lieu de 5, on s'est retrouvé à 3, donc ça a réduit le nombre de frontières à surveiller. C'est vrai qu'il y a eu d'autres mesures qui ont été prises avec les collègues de la sécurité, de la justice et du transport pour pouvoir réduire le flux, mais comme vous savez, nos frontières sont très poreuses. Ensuite, au-delà de l'exportation illégale, où on met dans des barriques, dans des fûts et on fait sortir, il y a cette exportation déguisée. Un camionneur qui vient, parce qu'il y a des camions qui ont, du fait des trajets parcourus, qui ont des réservoirs de 400 à 600 litres en double, donc 800 à 1000 litres. Donc un camion qui vient s'arrêter dans une station et qui veut faire le plein pour 1000 litres, vous ne pouvez pas dire non. C'est une forme d'exportation. Parce qu'il traverse le Burkina, ce camion, sachant que le carburant est moins cher, il fait le plein ici et continue son chemin. Donc il y a cet aspect aussi qu'il faut prendre en compte. Justement, on sait que derrière tout ça, c'est notre SONABI, National des hydrocarbures. On apprend qu'il y a une dette de pas moins de 324 milliards de francs CFA. On se dit, mais c'est à ne pas comprendre. Voilà une société, c'est vrai qu'elle est étatique, elle est dans un monopole confortable. Le carburant, ça ne se demande pas, ça s'exige presque. Parce que pour sortir, pour transporter, il faut du carburant. Et puis on se retrouve avec des dettes. Qu'est-ce qui ne va pas avec la SONABI? Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec la SONABI? Il y a 2 choses. La première, et croyez-moi, seule une société d'État peut faire ça. C'est acheter à 1000, revendre à 600. C'est ça le premier problème. Puisqu'elle l'achète plus cher, et puisque l'État a plafonné les prix pour le bien du consommateur et du peuple burkinabé, tenant compte de l'importance stratégique, le prix est plafonné, donc elle achète plus cher et revend moins cher. Donc à force de tourner, elle n'a plus d'argent, elle est obligée de s'endetter. Parce que l'État doit combler les différentiels. Et combler ces différentiels veut dire avoir des ressources. Et vous connaissez la situation de notre État. Donc, il n'arrive pas à mobiliser les ressources à temps et à combler. Et comme la SONABI doit vivre, commander du carburant pour le rendre disponible, elle est obligée de s'endetter auprès des banques pour pouvoir acheter et venir revendre à perte. Enfin, à perte sous-entendu, le cash qu'elle encaisse est inférieur au montant décaissé pour avoir le carburant, et ainsi de suite. Donc, ça assèche ses finances. Voilà là où elle s'est retrouvée. Je ne peux pas confirmer le montant exact de la dette, mais ce qu'il faut retenir, il y a 2 dettes. Il y a ce que la SONABI doit au système bancaire, parce qu'elle s'endette pour pouvoir acheter le carburant. Et il y a ce que l'État doit à la SONABI, parce que l'État doit compenser les différentiels des prix. Donc voilà les 2 situations, et voilà les défis auxquels la SONABI est confrontée.
est-ce que ce n'est pas l'État qui est en train de plomber la Sonabi alors? Alors, c'est nous les consommateurs, puisqu'on ne peut pas, la situation actuelle est telle que si on doit payer le prix réel, on ne s'en sortira pas. Donc, l'État est obligé de faire quelque chose pour qu'on puisse vivre mieux, sachant que c'est difficile. C'est ça le problème. Si on pouvait payer le litre à son prix normal, il n'y aurait pas ce problème, mais on ne peut pas. Et donc, c'est ce juste milieu, c'est cet équilibre qu'on recherche. Voilà pourquoi on a des difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est imaginable que le peuple burkinabé achète le gazole à 1252 ? Non, ce n'est pas possible. Si on fait ça, on pourra... Déjà que la vie est très chère, si on le fait, on ne pourra pas vivre. Donc, c'est ça. Donc, l'État est obligé d'intervenir. Mais l'État, c'est qui? C'est nous tous. C'est les impôts. Et la situation est difficile. Donc, voilà un peu la situation complexe dans laquelle on se retrouve. En clair, la question de la subvention, elle ne tombe pas comme il faut pour la Sonabi. Les montants. Oui, parce que les montants sont énormes. Regardez la différence. Le diesel se vend à 675 aujourd'hui, après l'augmentation du vendredi. Il coûte 1252. Regardez la différence par litre. Donc, c'est ce montant que l'État supporte par litre. Ce n'est pas tenable. En tout cas, l'État, on ne peut pas espérer qu'un État en guerre, qui a des déplacés internes, donc des questions humanitaires à gérer, puisse mobiliser autant de ressources pour mettre dans les caisses de la Sonabi. Donc voilà les défis auxquels on est confronté et voilà la problème. C'est pour cela aussi qu'il faut qu'on l'explique à notre peuple pour dire nous pensons avoir fait ce qu'il y avait de mieux à faire tenant compte des circonstances. David? Alors justement, on parle d'une contribution, une compréhension du consommateur, mais qui d'une façon ou d'une autre va y contribuer parce que la solution trouvée par la Sonabi, c'est d'emprunter et ce prêt-là, c'est le contribuable qui va le payer. Et aussi, par rapport à ce que M. Va venait de faire tout à l'heure, il est clair que la Sonabi n'est pas vraiment performante. Alors pourquoi on ne penserait pas à libéraliser le secteur ou bien à privatiser la Sonabi? Ça pourrait être aussi une solution, non? Ok, deux problèmes. Le premier, ou disons deux préoccupations en une. La première préoccupation, c'est qui va payer in fine. L'espoir, c'est que les cours continuent à descendre et donc in fine le coût de revient du carburant revient moins, ce qui permet au lieu de vendre à perte, vendre avec un léger bénéfice, ce bénéfice pourra être utilisé progressivement pour éponger le trou creusé actuellement. Ça, c'est l'espoir. Maintenant, pourquoi ne pas privatiser? Croyez-moi, si vous avez une société privée qui importe du carburant, qui le vend à perte, si l'État ne comble pas, elle va fermer. Et si elle ferme, on n'aura pas de carburant. C'est possible parce que c'est la Sonabi, c'est une société d'État. Même quand elle est au rouge, les banques font plus confiance parce qu'il y a l'État derrière et il y a le postulat qu'un État n'est jamais en faillite. C'est ça. Si c'était un privé, soit vous payez, soit elle ferme parce qu'elle ne pourra plus s'approvisionner. Donc c'est ça la réalité. Donc croyez-moi, une société privée n'est pas la meilleure solution dans le contexte du moment. Autre élément, on commande à peu près 2 100 000 tonnes l'année. Ça fait un volume qui permet d'avoir des coûts avantageux, tenant compte donc des questions de rapport, volume sur des questions de ristourne et autres. Donc, si c'était des entrepreneurs morcelés, on n'aurait pas ce prix-là aussi, ou ces faveurs-là. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, tenant compte de la situation dans laquelle nous sommes, la meilleure option, c'est cette société d'État qui a l'État derrière et donc qui a la confiance des partenaires qui, malgré qu'elle est au rouge en termes de trésorerie, arrive à obtenir des ressources pour rendre le carburant disponible. Maintenant, c'est vrai, ce n'est pas que la Sonabi. Il y a des défis dans la gestion de beaucoup de sociétés d'État. Et ça, à l'occasion de l'Assemblée générale des sociétés d'État, des recommandations, présidées par son Excellence le Premier ministre, des recommandations fortes ont été faites à l'endroit de toutes les sociétés d'État pour l'amélioration de la gouvernance, l'optimisation de la gestion des ressources. Et nous entendons l'évaluer pour voir les améliorations qui ont été apportées. D'accord. Donc on lui confie ce monopole-là. Son rôle, c'est de pouvoir approvisionner le pays. Mais on voit aussi que c'est dans sa façon de fonctionner. La Sonabi fait très souvent appel à des intermédiaires pour commander ces hydrocarbures-là. Alors qu'on a des pays comme le Mali ou le Bénin qui font tout simplement appel à un pays qui est pas loin de nous, notamment le Niger, qui plus a un carburant, dit-on, de qualité. Pourquoi le Burkina aussi n'emboîterait pas le pas? Il faut dire que le Niger produit 20 000 barils jour. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez. Et donc, mais la Sonabi s'approvisionne, il y a 3 marketeurs, donc fournisseurs de la Sonabi, qui s'approvisionnent au Niger. Ensuite, autre élément qu'il faut prendre en compte, la raffinerie du Niger est à Zender. Ça fait à peu près 1400 km de Ouaga. En fait,
en termes de transport, c'est plus loin que Cotonou, Lomé ou Abidjan. Autre défi, le défi sécuritaire est plus grand sur l'axe, cet axe-là, que d'autres axes. Donc il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Mais ce que la SONABI fait, c'est de diversifier ses sources de sorte que s'il y a un blocage à un niveau, on n'est pas à sec. Je ne vais pas citer de nom, mais il est arrivé que des pays empruntent du carburant avec la SONABI parce qu'ils étaient à sec et on a des dépôts au niveau des ports. Donc ils ont négocié pour prélever sur les stocks de la SONABI, naturellement qu'ils ont remboursé après. Donc ça montre un peu que la diversification est une source de sécurisation. Donc voilà ce qui est fait. Oui, mais parlons du Niger, justement, quand on fait des recherches, on se rend compte qu'ils sont dans une projection qui est quand même assez positive. Ils veulent bien augmenter leur production et tout. On voit le cas du Bénin qui tente d'en tirer le meilleur parti. On parle d'un pipeline et tout. Nous, on a l'impression que c'est pas trop forcément une bonne option pour nous. Les éléments que vous citiez, c'est bien beau, mais bon, quand on a à proximité, peut-être proximité relative quand vous parlez de plus de 1000 km, est-ce que ce n'est pas une option aussi? Ce n'est pas une option, tout comme les autres pays qui le tentent. Non, on achète. La SONABI achète avec le Niger. Mais comme je vous dis, le défi sécuritaire est plus grand sur cet axe. Ensuite, il y a un projet qu'on est en train de mûrir. Vous savez que le Ghana a un pipeline qui est à quelques dizaines de kilomètres du Burkina. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de travailler à tirer cela jusqu'au Burkina et pouvoir faire un lieu de stockage pour pouvoir approvisionner une partie du pays. Ce n'est pas totalement mûr, mais c'est quelque chose qu'on discute. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà et donc l'investissement à réaliser est relativement moindre et ça pourrait aller plus vite. Donc c'est vraiment un projet sur lequel les premiers responsables de la SONABI travaillent. On travaille même dans la main, mais c'est des projets lourds qui nécessitent une structuration financière parce qu'il y a des États, ça veut dire il y a une partie au Ghana, une partie au Burkina, donc il y a quand même toutes ces questions juridiques-là à gérer, plus les questions financières. Et puisque nous parlons de la SONABI, très souvent, pour peu qu'il y ait quelques rumeurs, c'est des fils aux stations, parce que le Burkinabé s'est dit, est-ce que notre société-là, elle a du bon stock? Aujourd'hui, est-ce que la SONABI, en matière de stock, est vraiment à l'aise, et de qualité aussi? Ça, on peut vous rassurer. C'est vrai, c'est logique, c'est un comportement normal. Lorsque une pénurie est annoncée, nous tous nous accourons vers les stations. Et donc, c'est comme un phénomène de fourmi. On va, la première station, on la vide. Parce que si vous devriez prendre pour 10 000, comme vous craignez une pénurie, vous allez faire le plein. Donc, peut-être ça va être 30 000, 40 000. Donc, on vide, on continue, on vide, et ainsi de suite. Alors que la SONABI, dans ses installations, a une capacité de dépotage et donc d'approvisionnement des camions. Donc forcément, ça va créer une sorte de pénurie. Pas qu'il n'y a pas de carburant, mais il faut le prendre au niveau des dépôts de la SONABI jusqu'aux stations. Et ça, c'est ce problème qu'on avait vécu au deuxième trimestre de cette année. Mais je peux vous rassurer qu'on a des stocks, puisqu'on a des dépôts en fait dans les différents ports. Des pays frontaliers qui ont des ports. On a des dépôts et de ce côté, il n'y a vraiment pas de risque. On n'a pas de souci à s'y faire. On va passer à une autre étape. Lorsqu'on parle du carburant, tout se transporte. Donc, il y a forcément les craintes sur le niveau général des prix. On se dit, bon, ça va impacter. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce que votre ministère met en branle pour pouvoir résorber les impacts possibles. Lorsqu'on sait que, par exemple, serait-ce que pour celui de mai, on a vu des transporteurs sortir où ils ont affiché que, bon, les prix ont changé à partir de maintenant. Et donc, on sait ce que ça a eu comme incidence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est pris en compte au niveau de votre ministère pour en résorber l'impact? Alors, pour cette question, nous travaillons en fait en étroite collaboration avec le ministère des Transports. Et même en mai, c'est ce qui s'est passé. Bien qu'il y ait eu des augmentations, nous avons rencontré les transporteurs, nous avons discuté et nous nous sommes accordés sur une révision. À ce titre, on peut saluer l'esprit de compromis dont ils ont fait preuve. Parce que lorsqu'on a fait le calcul du modèle, le coût, essentiellement pour les marchandises, le coût par tonne kilométrique, le modèle prix dégageait même une perte. Mais dans un souci de compréhension et de patriotisme, ils ont accepté. Et vous verrez que jusque-là, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas eu de problème après cette augmentation. Et nous espérons que le patriotisme prévaudra. Mais en tout état de cause, nous croyons aux vertus du dialogue et de la concertation. Et je suis sûr que si tous les acteurs s'asseyent,
mettre les problèmes ensemble sur le terrain, sur la table, on trouvera des points convergents pour l'intérêt du peuple. Monsieur le ministre, après les dernières augmentations, mais seulement, il y a bien eu des prix de transport qui ont augmenté. Il y a eu 2 catégories d'augmentation. Il y a le transport de marchandises et il y a le transport de personnes. C'est ça. Voilà. Ce qui a augmenté immédiatement, c'était le transport de personnes. Mais pour le transport de marchandises, nous nous sommes assis. Donc, ministère du Commerce, ministère du Transport, plus les fêtières des transporteurs. Et on a régressé le modèle. On a regardé et c'est sur cette base qu'on s'est accordé sur un prix maximum à ne pas dépasser, qui est de 45 000 tonnes. De 45 000 francs par tonne. Voilà. Mais c'est un prix maximum. Donc, c'est le plafond. Et c'est ce qui est valide aujourd'hui, c'est ce qui est appliqué au maximum. Et pour la présente augmentation, la même prudence a été de mise avec les transporteurs? Pour la présente augmentation, je peux vous rassurer qu'on peut compter sur le patriotisme des transporteurs. Il n'y aura pas d'augmentation. Attention, parce que la dernière fois, vous dites que vous avez discuté avec eux. Cette fois-ci, vous en appelez à leur patriotisme. Oui, parce que d'abord, l'augmentation de tout de suite est moins significative comparée à celle dernière. Ensuite, l'augmentation de la dernière fois, je crois qu'on était tous d'accord que le pays a des difficultés et chacun doit faire des efforts. Ça veut dire, lorsqu'on est en situation difficile, on cherche à survivre, on fera le bénéfice après. D'accord. Des efforts qui ne sont pas toujours partagés quand on est dans un milieu mercantile et que c'est la course au profit. Et l'une des variables qui fait qu'on connaît une hausse au niveau national, c'est notamment les importations. Et à cet effet, on dit que c'est très difficile. De l'avis de certaines personnes, une structure comme l'OTRAF détient un pouvoir qui lui confère la force de pouvoir gérer les choses comme elle l'entend, pour parler de cette organisation. Alors, certains estiment qu'à cause de l'OTRAF, on peut avoir a ressenti une hausse au niveau national. Vous, en tant que ministre du Commerce, que répondez-vous à cela? Ce que je peux dire, c'est vraiment de rassurer. Nous, on a vu en l'OTRAF un sérieux partenaire. C'est vrai, il y a des règles qui existent, qui fixent des quotas en termes de pourcentage sur une quantité donnée débarquée dans un port. Il y a un pourcentage qui revient donc aux transporteurs du pays de débarquement et au pays de destination finale. Et maintenant, donc, normalement, pour un port donné jusqu'ici, ça ne peut être que les transporteurs de ces 2 pays. Mais s'il y a manque, une demande est faite et une dérogation est accordée. Et vraiment, ça marche. Maintenant, c'est vrai, dans les relations humaines, dans les relations d'affaires, il peut toujours avoir quelques désaccords, mais qui se règlent toujours. En tout cas, à ma connaissance, nous n'avons pas sur la table un problème de ce type qui bloque. Il y a eu des incompréhensions et nous avons intervenu auprès des acteurs, ils ont échangé, ils ont trouvé solution. Donc sur ce point, nous avons vu en l'OTRAF un partenaire avec lequel on peut travailler sans problème. Justement, concernant cette organisation, il s'est dit aussi qu'en tant que peut-être quelqu'un qui fait des importations, il n'a pas forcément le choix de choisir qui doit faire son transport et c'est l'OTRAF qui pratiquement lui impose cela. C'est, disons, puisque le prix est plafonné, chacun est libre. Donc ça se discute. L'essentiel est que ce soit, en tout cas à notre connaissance, c'est cela. Maintenant, puisque vous avez des acteurs qui vivent de cela, c'est légitime qu'ils s'organisent pour que chacun puisse s'en sortir et trouver quelque chose. C'est exactement ce qu'ils font. Comment faire pour que chaque acteur puisse tirer son pain du transport? C'est juste cela. Mais il y a des exemples. Je lui apporte de l'eau à son moulin. Quand on parle de l'OTRAF, par exemple, on a eu des exemples de bateaux bien chargés, bloqués, juste parce qu'on demande à l'OTRAF que, bon, pour ce qui est de ceux qui seront les fournisseurs de services, qu'ils envoient la facture normalisée, puisqu'on y est maintenant, on le refuse, et donc c'est bloqué. Ils sont devenus puissants. Disons que on a... D'abord, c'est récent. Cette affaire cette exigence de factures normalisées, c'est récent. Mais je peux vous rassurer, une réunion a été tenue et une solution a été trouvée. Donc, à ce niveau, le problème ne se pose pas. Ce qu'il faut régler maintenant, c'est de l'autre côté de la frontière. Comme je vous dis, il y a une proportion qui revient aux transporteurs burkinabés et une proportion aux autres transporteurs. Comment
organisé pour que la facture qui sera présentée par les transporteurs du pays où la marchandise a été débarquée soit aussi conforme. Donc c'est ces questions, mais là aussi les techniciens sont en train de travailler, il n'y aura pas de souci. D'accord. On attendra de voir ce que l'avenir nous dira. Mais justement aussi, parlant de ces mesures gouvernementales qui sont prises pour atténuer un tant soit peu les prix, il y a ce décret du 20 juin qui avait été pris, notamment au niveau du gouvernement, pour essayer de contrôler les prix. Mais jusque-là, on constate toute autre chose sur le marché. Les prix recommandés ne sont pas respectés. On voit des OSC qui dénoncent chaque jour. Au niveau du gouvernement, qu'est-ce qui est fait pour que les prix soient respectés? D'accord. À ce niveau, voilà ce qu'on peut dire. Il y avait deux choses dans le décret. C'est-à-dire, ce qui est produit ici, là, il y a un prix plafond qui a été fixé. C'est l'huile de la SNCTEC, c'est le sucre de la SN Sosico. Parce que ces produits chez nous, nous pouvons évaluer avec un très fort degré d'exactitude le montant ou les coûts de production. Donc, déterminer la marge de l'industriel pour déterminer les prix. Sauf que malheureusement, ces productions ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins nationaux. Donc, il faut importer le complément. À titre d'exemple, ce que la SN Sosico produit, c'est à peine un quart des besoins. Donc, les 3/4 doivent être importés. C'est difficile d'imposer un prix pour une matière importée, parce que le prix dépend du prix d'achat, plus les charges de structure et les autres coûts annexes. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a baissé la valeur en douane. Il a vraiment baissé la valeur en douane. À certains endroits, ça a été divisé par 3, par exemple, pour l'huile, pour permettre de réduire le prix au consommateur final. Donc, vous verrez actuellement que nos équipes sont sur le terrain dans les 13 régions pour contrôler. Qu'est-ce qu'on contrôle? C'est de voir, puisque tout est sur la base des documents, à quel prix vous avez acheté. On connaît le prix maximum du transport, on a une idée des charges de structure, et donc on a une idée, tenant compte de tous ces documents, le prix maximum auquel vous devriez vendre. Et si ça va au-delà, on vous pénalise. Donc actuellement, les équipes sont sur le terrain. C'est vrai, certains acteurs, c'est logique qu'ils cherchent à gagner plus. C'est pour cela que l'État joue son rôle de contrôle. Maintenant, comme je le disais aussi, on a à peu près 345 agents contrôleurs. Ce n'est pas suffisant pour couvrir tous les pays. Donc c'est à ce titre qu'on demande aussi la contribution des populations à travers nos numéros verts pour pouvoir dénoncer partout où ils constateront des prix exagérés, afin qu'au lieu de contrôler l'ensemble, au moins on ira directement là où il y a eu la dénonciation pour pouvoir contrôler. Monsieur le ministre, vous savez, je me permets, le problème il est assez complexe. Vous avez des surfaces qui sont réglementées où vous pouvez aller contrôler. Nous, on a la chance d'avoir une émission interactive très suivie dans notre chaîne de radio, mais malgré les efforts qui sont faits, mais c'est comme si, excusez-moi, rien n'est fait pour le contrôle des prix. Il y a des boutiques dans les quartiers où la population se plaint. Les prix ne sont pas respectés à ce niveau. C'est pour cela que nous demandons que la population qui appelle aux émissions interactives puisse aussi saisir nos équipes à travers les numéros verts. Parce que comme je dis, on n'a vraiment pas de ressources humaines suffisantes pour couvrir toutes les boutiques, tous les lieux de vente. Et donc, on demande la collaboration de la population pour pouvoir aider à atténuer. C'est vraiment ce qu'on dit. On sait que lorsqu'on parle de vie chère, il y a des alternatives pour pouvoir en fait faire un genre de réajustement. Parmi ces alternatives-là, il y a quand même booster sa production domestique. Et ça, c'est très important. Il faut transformer sur place. Mais on a, tout à l'heure, vous citiez SN Sosico, qui n'arrive même pas à remplir les besoins du quart de ce que les Burkinabés demandent, mais qui sont la plupart des entreprises chez qui ça ne va pas forcément. SAP Olympique, SNCTEC, on peut en citer à l'appel. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger justement ces industries-là nationales? D'accord. Alors, pour ces industries, il y a des facteurs objectifs qui sont peut-être plus difficiles à corriger. Mais il y a des éléments qui peuvent être sous le contrôle. C'est valable pour la SN Sosico, c'est valable pour la SNCTEC, c'est valable pour d'autres unités industrielles. Vous verrez qu'on encourage, parce que tenant compte des règles de l'OMC et de toutes les conventions, il y a des lois qu'on ne peut pas prendre. Si vous interdisez l'importation, on va interdire l'exportation de vos produits, alors que vous vivez aussi de ça, notamment le coton et autres. Donc, on encourage
les promoteurs privés, donc les opérateurs, les importateurs, à épuiser le stock national avant de faire venir un stock, d'une façon ou d'une autre. Ce qui garantit, à la limite, tous les chiffres d'affaires produits, toute la production soit vendue à la société, ce qui peut l'accompagner dans l'extension de ses capacités de production. Donc c'est ce qu'on fait. Alors pour la SNCTEC, au-delà de cela, on est en train de rationaliser le processus de distribution de la graine de coton. Nous avons un comité qui travaille là-dessus parce qu'elle produit l'huile uniquement à base des graines de coton. Et cette graine fait souvent l'objet de spéculations. Donc, nous sommes en train de travailler avec les différents acteurs pour faire en sorte que la graine aille essentiellement à ceux qui font l'huile pour le bien du peuple burkinabé. Donc, voilà un peu les mesures qui sont prises. Mais au-delà de ces mesures, il faut que la production nationale suffise. L'année passée, on avait un déficit de près de 461 000 tonnes de céréales. C'est pour cela que cette année, on a subventionné les engrais, sachant que les engrais servis aux cotonculteurs à 25% sont utilisés pour les céréales. Parce que lorsqu'un cotonculteur prend de l'engrais, c'est le même engrais qu'il utilise pour son champ de coton que pour son champ de maïs. Ensuite, l'État a offert une garantie à la CAIMA pour pouvoir importer des engrais pour les céréaliers. Si on n'a pas d'engrais cette année, on n'aura probablement pas une bonne récolte, on sera encore en déficit l'année prochaine. Donc il y a des questions qu'on règle tout de suite, mais il y a des questions prospectives. Donc c'est ce que le gouvernement a fait. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu plus au piège? Parce que tout à l'heure, vous disiez, pour la question de la vie chère, les importations, vous essayez de voir sur les droits de douane et tout. Donc ça veut dire que c'est de la concurrence. De façon très claire sur certains produits, si on prend le cas de l'huile par exemple. Maintenant, si on doit réduire des droits de douane pour ces produits qui vont entrer, alors qu'on a une production d'entreprises locales qui, elles, peinent à écouler, est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux, n'est pas comme le serpent qui se mord la queue? Vous rassurez d'abord que la SNCTEC ne peine pas à vendre, elle n'en a même pas. Aujourd'hui, vous pouvez contrôler, elle n'en a même pas. Parce que tout ce qui est produit a été pris, elle n'en a pas. Et maintenant, elle, on lui a assuré un prix qui lui garantit un certain revenu incluant un bénéfice, puisqu'on a fait le processus itératif partant de ses coûts de production jusqu'à son... Et c'est sur cette base, en sa présence avec la Ligue des consommateurs, avec la société civile, avec un certain nombre d'acteurs, conformément au décret qui fixe le CCT, le cadre de concertation, c'est avec tous ces acteurs que le prix a été fixé. Donc, son prix est rémunérateur. Ensuite, maintenant, puisqu'il faut combler les besoins par les importations, donc, il faut s'assurer que ce qui entre aussi entre à un prix raisonnable pour le bien du consommateur burkinabé. Donc, c'est à ce titre que les droits de douane ont été baissés pour permettre aux compléments qui entrent d'être à un prix raisonnable, tenant compte des circonstances aussi, parce que le prix ne peut pas être inférieur au prix d'achat à l'extérieur. Et malheureusement, tous les prix ont flambé au niveau international. D'accord. Je parlais des entreprises, de la question de la transformation sur place, qui est une alternative. Mais très souvent aussi, l'État il s'engage dans de vastes projets parce qu'on se dit, bon, dans tel secteur, on peut mettre en place une industrie, ça va permettre de capter pour ce qui est d'une certaine production et puis donner une offre aussi pour ce qui est de la demande sur place. Mais je prends un exemple simple, celui de Lumbila avec STFL, Société de transformation de fruits et légumes. Après, on voit ce genre d'initiatives qui sont un peu en souffrance. Quand je prends ce cas par exemple, on en est où? C'est un cas concret d'utilisation non optimale des ressources publiques. Je vous dis très franchement, on doit la vérité au peuple burkinabé. C'est un projet de 2009. 13 ans après, il n'y a rien. Il faut le dire. Ça a été mal monté, mal exécuté. On entendait parler de 7 milliards ici, de ceci. Donc tout ça, rien. Alors, pas rien, mais pas grand-chose. Pourquoi? D'accord. C'était une usine clé à main. Le contrat a été signé avec un partenaire qui, le génie civil est à 25% actuellement. Donc pendant que les locaux qui doivent servir à abriter les machines, les usines, donc ne sont pas achevés, on fait venir les usines, on fait venir les machines. Donc les machines sont exposées pour certaines aux intempéries. Les locaux ne sont pas terminés. Ensuite, c'est quelque chose qui a commencé à venir depuis 2011, 2012, 2013. Donc, vous avez des machines qui datent de près de 10 ans, qui n'ont jamais été installées, ou certaines ont été installées juste après la phase de test, n'ont jamais fonctionné. Donc, elles sont même obsolètes pour certaines. Ça, c'est un premier problème. Donc,
la question de gestion, parce que normalement, on ne devrait pas se trouver à amener des machines alors que le local où elles doivent être installées n'est pas prêt. Deuxième problème, on a un partenaire privé à l'intérieur qui détient une minorité de blocage. Et donc, je crois en la concertation. Mais en général, quand on fait un projet, quand on inclut un partenaire privé, soit il apporte des ressources financières, soit il apporte du savoir-faire en termes de ressources humaines qualifiées, soit il apporte de la technologie. Malheureusement, il n'y a aucun dans le lot. Mais qu'est-ce qu'il fait alors? Il est dedans. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment avancer. Comment, au moins, rattraper, comment limiter les pertes. Donc, nous sommes engagés dans ce processus, mais ça nécessite une large concertation. Du reste, vous remarquerez que certains créanciers ont porté plainte contre la société, ont saisi les véhicules et les ont vendus. De plein droit, décision de justice. Donc, on a une situation très complexe et il faut faire dans le respect des lois et c'est sur ça que nous travaillons. Mais monsieur le ministre, à vous entendre parler, c'est pour répondre un peu à ce dicton-là, on a mis les bœufs avant les charrues. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait. Qui est-ce qui a mis les bœufs avant les charrues? Est-ce que ce travail a été fait? Parce qu'après aussi, c'est vrai, vous êtes dans une dynamique de reconstruire, d'avancer, mais il faut qu'on tire aussi les leçons de ce genre de choses pour ne plus que ça se répète, parce que visiblement, c'est de la gabégie, je vais employer l'expression. 2 plaintes ont été déposées au tribunal dont relève l'usine. Le reste est entre les mains de la justice. C'est le gouvernement qui a posé plainte? Naturellement. D'accord. Puisque c'est les ressources publiques, le budget de l'État, plus un emprunt effectué par l'État. C'est très intéressant l'échange avec monsieur le ministre, mais il y a aussi la question du temps pour ce qui est de ce JDS. Je vais me permettre une question et vous aussi une dernière question. Moi, je m'en voudrais de vous laisser partir sans aborder la question de Air Burkina. Parce qu'on pourrait citer beaucoup d'entreprises ici et puis on n'allait pas finir. On prend le cas de Air Burkina, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je pense que le directeur a été débarqué. Récemment, on a eu un incident. C'était le dernier. Il y avait 3 aéronefs, 3 embrayeurs, si ma mémoire était bonne. C'était le dernier qui lui a eu, avec l'incident, il y avait 2 autres, je pense, qui étaient au Kenya en maintenance depuis. On a entendu beaucoup de choses, même le collectif des travailleurs pour la libération d'Air Burkina qui disait à un moment donné que la compagnie rencontrait d'énormes problèmes parce que le tiers des travailleurs, c'est des expatriés, de surcroît non africains, et que ces derniers toucheraient 350 fois le salaire moyen de la compagnie. Il y en a qui mettent aussi devant la question du ratio appareil et personnel. On est un peu au-dessus, donc on est dans une entreprise qui est dans des largesses alors que les caisses souffrent. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment à Air Burkina? Pour dire vrai, on a à peu près le même problème pour beaucoup d'entreprises publiques. Et c'est pour cela, moi, je crois très sincèrement, le rôle de l'État doit avoir des secteurs stratégiques où il met l'accent, mais en insistant sur la bonne gouvernance, et le reste, il doit encourager le privé à faire. C'est ce qui va marcher. Parce qu'un privé, quand il investit son argent, il est très regardant sur les critères de performance et de rentabilité. Pour revenir au cas spécifique et très rapidement sur Air Burkina, ce serait quand même une honte pour nous si ça devrait disparaître. Parce que c'est depuis après les indépendances que la société a été qui a été créée. Et toutes les compagnies voisines sont mortes ou réveillées. Mais Air Burkina est resté Air Burkina. Donc, c'est un défi pour nous. Mais je peux vous rassurer qu'il y a un plan derrière. Et comme il n'est pas encore mûr, mais en tout cas, il y a un plan derrière. Et on ne laissera pas Air Burkina mourir. Ça, on peut vous rassurer. D'accord. C'est vraiment resté succinct, mais bon, on attendra de voir. Peut-être qu'on vous aura encore à nouveau sur ce plateau. À ce qu'on dit, vous avez des grandes ambitions, vous avez des projets qui sont très futuristes au niveau de votre ministère. Si c'est pas trop discret, comme c'est ma dernière question, alors quels sont les grands chantiers de votre ministère en ce moment? Alors, très rapidement, comme je dis, c'est d'abord limiter les pertes sur les projets où on a déjà investi l'argent. C'est STFL, c'est-à-dire l'usine de Lumbila, c'est Faso Fani à Koudougou, c'est Brafaso. Comment limiter les pertes et rendre optimal les investissements déjà réalisés. À ce titre, sur Brafaso, je profite vraiment de rendre un hommage à un vrai patriote burkinabé que je n'ai pas nommé, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, qui travaille dans un groupe où il y a des ingénieurs techniciens de ce domaine, et à ma demande, nous les avons envoyés gratuitement, ils sont venus évaluer la société et nous donner un rapport qui nous permet d'avancer.
c'est des choses à saluer, mais je souhaiterais ne pas mentionner son nom. Ensuite, on a des défis sur la transformation. Donc, nous travaillons sur quelques projets de transformation de nos produits locaux. On a 10 filières porteuses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais surtout, et avoir à l'esprit que le succès appelle le succès. Qu'est-ce qu'on gagne tout de suite? Qu'est-ce qu'on réussit tout de suite qui va appeler d'autres succès? De sorte que d'ici la fin de notre mission, quand on va regarder dans les rétroviseurs, au moins un impact est resté. Ensuite, on a un souci d'un parc industriel. On a déjà adressé des demandes à des partenaires avec lesquels on avait l'habitude de travailler dans une autre vie pour financer les études pour pouvoir réaliser cela. Et peut-être très rapidement aussi, il faut qu'on puisse consommer ce qu'on produit. Et à ce titre, on a 2 projets majeurs. Le premier projet, c'est pour tenir compte de la journée ou du mois consommant local de l'UEMOA. Et on est dans un programme avec les supermarchés et centres commerciaux pour pouvoir les accompagner et les encourager à avoir un espace dédié dans chacun. On a répertorié 793 pour qu'ils puissent exposer les produits burkinabés. Maintenant, il faut travailler avec les producteurs, les transformateurs et les transporteurs pour que le produit soit disponible. Et dernier élément, d'ici la fin du trimestre, on va organiser, en tout cas, disons, début du dernier trimestre de l'année, un symposium national sur le commerce. L'idée, c'est accompagner nos experts commerçants qui sont très forts dans l'import-export à aller plutôt vers la transformation, au lieu d'acheter, vendre, comment transformer localement. Et à ce titre, il y a aussi je suis très fier de lui, il est passé à mon bureau vendredi dire, suite à aux conseils, aux échanges qu'on a eus, j'ai décidé d'installer une usine et ça marche. Enfin, je veux dire, le processus d'installation marche, donc c'est ces choses-là que nous voulons faire, mais la seule chose qui nous intéresse, c'est mieux faire. Sauvegarder ce qui est déjà bien fait, améliorer ce qui peut l'être, de sorte qu'il y aurait de la valeur ajoutée. Merci bien, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous étions avec le ministre Abdoulaye Tall, ministre en charge du commerce. On a passé en gros 45 minutes. Ce n'est pas suffisant pour revisiter ce qu'il y a d'important dans votre secteur, mais on vous aura ici, on l'espère, pour toujours d'autres sujets. Merci d'être passé. Merci à vous et merci à tous vos téléspectateurs. Merci aussi à David Nana, mais pour vous accompagner, on va rester toujours dans la partie économie, parce qu'on sait aussi qu'à l'issue du Conseil des ministres du mercredi dernier, le gouvernement a annoncé la suspension des activités de la Caisse des dépôts et consignations, et cela à cause des problèmes institutionnels et le refus de certaines structures d'adhérer à la Caisse. Nous avons rencontré le professeur Mahamadou Diarra, spécialiste des questions économiques, qui estime qu'il est important de réviser la loi qui crée justement cette CDC et impliquer tous les acteurs dans le processus. C'est dans cet élément signé Abdoul Rahim Niénié. Pour le professeur Mahamadou Diarra, spécialiste des questions économiques et président du conseil d'administration du Centre d'études de recherche sur l'intégration économique en Afrique, la suspension des activités de la Caisse des dépôts et consignations était nécessaire au regard des blocages institutionnels et administratifs constatés. Depuis 2017, la CDC a été créée et jusqu'à présent peine à fonctionner parce que, selon les spécialistes, la loi qui porte organisation de la Caisse comporte des insuffisances. Aussi, tous les acteurs n'ont pas été impliqués dans la gestion de l'institution, ce qui fait craindre un manque de transparence. Je pense que tout le processus doit être repris et bien sûr que les études techniques, elles existent. Et je dirais que les missions techniques et autres ne sont pas remises en cause. Mais ce qui est remis en cause, c'est peut-être le montage institutionnel et l'organisation. Parce que la composition donc, de cette commission de surveillance devrait permettre donc à ces structures qui allaient être des pourvoyeuses donc, de fonds d'avoir un regard ou en tout cas de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre. Je veux parler par exemple donc, des caisses de sécurité sociale. Lorsqu'on regarde donc la commission de surveillance, ces caisses ne sont pas représentées. On peut comprendre pourquoi elles ne sont pas partantes pour la centralisation d'une partie donc, de leurs ressources auprès donc, de cette institution. Mais disons une fois de plus, il y a comme un problème de confiance. Les réformes doivent être faites le plus vite possible pour permettre à la Caisse des dépôts et consignations de fonctionner selon le spécialiste. Pour lui, la CDC a une grande importance dans le développement du Burkina Faso. Pour prouver cette importance, le professeur prend un exemple sur les caisses de sécurité sociale. Nous qui travaillons, nous sommes des jeunes, nous cotisons au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les fonctionnaires du privé et au niveau de la Carrefour pour les fonctionnaires donc, de l'État. Donc nos cotisations permettent de prendre en charge
les retraités actuellement et autres besoins. Mais il se trouve que nos cotisations dépassent largement ce qu'on appelle donc les prestations sociales. Donc ce sont ces excédents-là qu'il faut recycler et déposer donc au niveau donc de la caisse de dépôt et consignation pour que ces fonds-là puissent être employés donc à des investissements comme la construction d'universités, la construction de centrales, la construction donc je veux dire des fibres optiques, etc. Donc à ce niveau, il faut savoir que c'est une source de financement importante. Selon le professeur Diarra, l'absence de la Caisse des dépôts et consignations amène les institutions publiques à ouvrir des comptes dans des banques commerciales. Un manque à gagner pour l'État burkinabé, selon les explications du professeur. La somme des ressources publiques seulement qui était prévue donc pour cette année 2022 s'élève donc à 860 milliards de francs CFA. Et quand on fait des projections jusqu'en 2025, on se retrouve à 1136 milliards de francs CFA. En général, ces excédents-là sont déposés auprès des banques commerciales sous forme de dépôt à terme, à des taux d'intérêt. Je prends un exemple, des taux d'intérêt par exemple de 4%. Donc, les mêmes banques-là prennent ces mêmes ressources-là pour prêter à l'État à des taux d'intérêt de 6,5 à 7% à travers leur achat d'emprunts obligataires publics. Donc il y a un problème. Donc c'est comme si ces banques-là commerciales s'enrichissent sur le dos de l'épargne publique qui a été constituée à travers les cotisations sociales de vous et moi. Mahamadou Diarra souligne que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas une invention du Burkina Faso. Elle existe en France depuis les années 1800 et dans plusieurs pays d'Afrique et même dans la sous-région. Selon lui, dans l'optique de faire prévaloir l'intérêt général, toutes les institutions devraient accompagner l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations et à l'État de garantir la transparence dans la gestion des fonds. Nous formons donc la partie économie de ce JDS pour ouvrir une autre page, la dernière d'ailleurs, c'est celle sport. Et pour cette partie sport, je suis rejoint sur ce plateau par Claude Rombard. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy. Plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Chaque fois en tout cas qu'on est ici pour parler du sport. D'accord, on va essayer de parler de l'actualité sportive. Évidemment, on sera rejoint très bientôt par Mouni Nao. On l'a annoncé en début de JDS. Il est membre de la commission juridique et d'octroi de licence au club de la Fédération burkinabé de football. On va commencer par la première actualité, parlant justement de football. Il y a que la Fédération burkinabé de football a tenu son assemblée générale ordinaire, session 2021-2022. C'était hier samedi dans la cité du Cavalier Rouge. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le bilan moral et financier, la réinsertion totale de certains membres révoqués et la confirmation de la date du début du championnat national. Assami Touré pour les détails. Comme à l'accoutumée, la Fédération burkinabé de football a marqué un arrêt encore cette année pour faire le point du fonctionnement de la fêtière. Ainsi, l'ASA avancé à Koutgou avec les membres fédéraux, présidents de ligue, districts et clubs ont durant 7 heures échangé sur le rapport d'activité et le rapport financier. Au sortir de cette assemblée, le président apprécie l'ambiance qui a régné. Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Si vous avez remarqué, nous avons commencé avec un peu de retard, bien sûr, aux alentours de 10 heures. Mais nous avons terminé dans de bons délais autour de 17 heures. Donc les choses se sont très bien passées dans une ambiance très cordiale, empreinte vraiment de fraternité, empreinte aussi de cordialité, de paix. Et les discussions se sont bien déroulées. Tous ceux qui ont voulu prendre la parole ont eu droit à la parole. Donc pour exprimer, si vous voulez, leurs propositions, leurs ressentis vis-à-vis de la fédération. Donc ce sont des éléments que nous allons prendre en compte pour l'avancée de notre football, pour une meilleure organisation de notre fédération. Il était question également lors de cette assemblée de faire des suggestions en vue d'améliorer l'organisation des compétitions nationales afin de les rendre plus professionnelles. L'objectif principal d'une fédération, c'est d'organiser les compétitions. Ça, c'est la première des choses. Tous les financements que nous avons actuellement au niveau de la Fédé, nous essayons de les orienter du mieux que nous pouvons au niveau des compétitions. Vous avez vu que l'année dernière, toutes les compétitions se sont tenues dans les délais.
la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3 pour ce qui concerne les masculins, la Ligue 1, la Ligue 2 pour les féminins, etc., les jeunes, etc. Donc nous essayons d'orienter tous ces financements-là pour l'organisation des compétitions parce que c'est ce qui est important. Et c'est ce que nous essayons de faire. Vous savez aussi qu'il y a une prise en charge des clubs avec des subventions. Chaque année, dans ce que vous dites, les 3 milliards, nous donnons plus de 500 millions aux clubs, aux districts, aux ligues, à titre de financement et de subvention. Donc voilà ce que nous faisons de cet argent-là. Cette assemblée générale, la deuxième du mandat de Lazare Bansé, était très attendue par les acteurs du football. Ayant assisté aux échanges, les avis sont partagés. Bon, disons qu'on peut être satisfait parce que le monde du football se retrouve toujours. Quels que soient les problèmes, on doit toujours trouver un terrain d'entente pour le bien de nos jeunes frères, de nos enfants, et mettre l'intérêt général en pratique, quoi. Moi, je pense que c'est l'intérêt général qui compte. Et au lieu de se bagarrer, on peut mieux s'entendre et puis continuer à construire notre football. Surtout que notre football actuellement occupe une très bonne place sur le plan africain et sur le plan international aussi. Mais je pense aussi que le président aussi a su mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir tout faire pour s'entendre avec ses collaborateurs. C'est les mêmes activités qu'on a connues l'année dernière que certainement on va connaître dans la saison là. C'est un climat un peu démagogue parce que les gens, pour la plupart, ils ne sont pas sincères. Ce qu'ils disent en dehors de l'Assemblée là et ce qu'ils disent au sein de l'Assemblée là, quelquefois c'est très très différent. Ils ne sont pas beaucoup qui disent la même chose là-dessus. Donc ça fait qu'on ne sait même pas sur qui compter, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, etc. Les gens ont quelquefois peur de s'assumer. L'Assemblée générale ordinaire a pris fin avec l'annonce du démarrage effectif du championnat national Ligue 1 prévu pour le 16 septembre prochain. Donc cet élément que nous proposait Assami Thiem Touré et cette Assemblée générale ordinaire 2021-2022, parlant de cette session-là. Claude Romba, on a écouté les propos tout à l'heure. Parmi les points qui étaient à l'ordre du jour, hormis le bilan moral et financier, il y a quand même la réinsertion totale de certains membres qui avaient été révoqués. On a entendu les quelques réactions et tout. Est-ce qu'on peut dire que maintenant les clivages, tout ce qu'on avait entendu à un moment donné, ça devrait être maintenant derrière et que le ministre des Sports finalement a réussi sa médiation? Je ne sais pas si le ministre a réussi ça. Oui, on peut dire qu'il a réussi ça. Pas le ministre, le président du CNOSB, c'est-à-dire Jean Yamego, il a en partie réussi sa mission parce que lui-même, il a même dit au cours donc, de cette Assemblée générale qu'aujourd'hui, il constate que c'est vrai que la paix semble revenir au sein de la maison et que les frondeurs qui sont revenus au sein du comité exécutif étaient là que pour défendre leurs intérêts et que depuis qu'ils ont réintégré dans le comité exécutif avec plusieurs largesses, je pense que c'est ce qu'il a dit, avec plusieurs largesses, donc ils sont fréquents dans les voyages de l'émission hors du pays, donc pour lui, je pense que c'est ce qui faisait courir en tout cas les membres qui avaient été révoqués et qu'aujourd'hui, lui n'est plus prêt à revenir pour une quelconque médiation si jamais en tout cas, la situation ne s'aplanait pas au niveau de la Fédération burkinabé de football parce que pour lui, il n'y a pas de sincérité au niveau des acteurs du football burkinabé. C'est ce qu'il a relevé et il l'a dit de façon crue et de façon franche aux acteurs du football burkinabé. Ça veut dire que le mal, il est encore profond. Tout le monde sait que, évidemment, la crise couvre toujours et que véritablement on n'a pas réussi à éteindre donc cet incendie, sinon qu'on l'a éteint de façon partielle. Ça laisse croire également que vous savez que les prochaines élections c'est pour dans 2 ans, c'est-à-dire donc nous serons dans une année assez charnière par rapport donc ou une année préélectorale, ça il faut le dire parce que 2024 c'est évident qu'on va assister donc à la nuit de longs couteaux à ce niveau-là parce que
il n'y a pas de cadeau. Il semble que le fair play n'est pas la chose la mieux partagée dans le football burkinabé, avec les camps et les clivages qui y sont, et qu'on se regarde un chien de faïence. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec une accalmie, je dirais, d'apparence, il faut le dire, par rapport à... Vous avez écouté le président de IFA Matruku, qui est donc Famoso Daouda Sanou Famoso, qui a par ailleurs été de cette technique nationale du football burkinabé. Donc il connaît un peu, il s'y connaît dans le football burkinabé, et vous voyez qu'il n'est pas aussi allé de main morte. Il dit de façon, parce que la sincérité n'y est pas, et c'est tellement flagrant et que ça saute aux yeux de tout le monde qu'il faut faire la politique de l'autruche pour ne pas vouloir donc savoir que, évidemment, au niveau de la Fédération burkinabé de football... Mais est-ce que Famoso Daouda, c'est vrai, il a son regard, mais est-ce qu'il n'y va pas un peu fort? Moi, je vous l'ai dit, Jean Yamango vient de faire son diagnostic, Famoso aussi fait son diagnostic, apparemment ça va dans le même sens. Oui, mais ce qui veut dire que la question de bonne foi, c'est des choses qui se jugent à l'acte. Tout à fait. Peut-être qu'il faudrait attendre de voir ce que les choses vont donner par après. Tout à fait. Quand on dit ça couvre, c'est parce que quelque part aussi, la question du bilan financier, où on en est, pour certains, ça a été escamoté, parce que d'autres attendent jusqu'à présent qu'il y ait un audit et que l'auditeur interne de la Fédération burkinabé de football puisse faire son travail, parce que l'auditeur lui-même dit qu'il n'a pas il n'y a pas de coup de franche pour travailler, et qu'on ne lui permet pas, il n'a pas accès à un certain nombre de choses, et qu'il y a des situations assez douteuses, et que la bonne gouvernance n'est pas de mise au niveau de la Fédération burkinabé de football. Il est auditeur interne, il est membre du comité exécutif de la Fédération. S'il le dit, ça veut dire que c'est assez important. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à tout ce qu'il a dit là, c'est des paroles en l'air? Je ne crois pas. Parce qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues jusqu'à présent. Voilà, des questions donc, par exemple, la manne financière, vous l'avez dit, de comment dirais-je, les droits télé qui ont été reversés de près de 300 millions à la fédération, où on en est. Voilà, il y a plusieurs questions comme ça, parce que la fédération, par rapport à tout ce qui se dit, aurait reçu pour la saison 2021-2022 près de 2 milliards de francs CFA, alors que ce n'est pas ce qui a été. Donc, pour dire que la crise, elle couvre toujours. Maintenant, comment on va la régler, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut aller de façon... Est-ce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on a fumé les calumets de la paix? Est-ce qu'on n'attend pas quelque chose pour que, quand ça va rebondir, que chacun puisse reprendre encore ses mêmes positions? Bon, mais peut-être aussi que les uns et les autres ont tenté quelque chose, ils se rendent compte aujourd'hui qu'il faut quand même sauver une fédération pour ne pas qu'elle soit assise sous tutelle, parce que là c'est tout le monde qui perd, et puis il ne reste que 2 ans, donc à chacun d'affûter ses armes. Si l'on pense être le meilleur parti pour emmener le football burkinabé là où il devrait être, ce serait le moment de se préparer et non tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais comme, ça peut être aussi comme vous l'avez dit, est-ce que ce qui est dit est véritablement ce qui... Parce que quand tu regardes un peu et quand on fait une lecture, on sent que la sincérité n'y est pas. Ça, au moins, ça c'est clair. Ensuite, la situation peut être encore plus difficile, surtout qu'on voit les promesses faites par le président, donc les promesses de campagne faites par le président Lazare Bansé. On sait qu'il y a eu une crise par rapport donc à la révalorisation des subventions. Aujourd'hui, c'est vrai que le championnat n'a pas encore commencé. Ça parle un peu dans les coulisses. Est-ce qu'on ne va pas encore ramener cela sur le terrain parce que ce n'est pas encore effectif? Alors que lui, aujourd'hui, il a mis mandat, donc c'est peut-être là cette année où, si jamais, pouvoir mettre en place, ou donc pour qu'il puisse respecter un peu ses engagements. Donc, on se dit, est-ce que, évidemment, la crise ne couvre pas? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait que tout le monde a peur? Parce que les questions de fond n'ont pas été abordées au niveau de l'Assemblée générale. Si ces questions de fond avaient été abordées, on avait parlé donc de la mise en place d'un comité pour relire les textes. Qu'en est-il aujourd'hui? Je pense que c'est autant de questions qui sont là, qui n'ont pas été tranchées, parce que vous oubliez que, comme vous l'avez dit, on est presque à une année des élections. Il y a la question de la limitation d'âge aussi qui est là. Donc, tout ça, c'est des bruits de couloir, mais que l'Assemblée générale n'a pas eu le courage d'aborder de façon sincère et de façon véritable pour que, au moins, les acteurs du football burkinabé se parlent en face, et que, évidemment, on puisse donc sortir de l'ornière. Alors que, bon, ça n'a pas été dit, les bruits de couloir continuent, et donc, quand on sait que ça peut être alimenté et instrumentalisé par les uns et les autres, donc, on se dit qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, du coup,
on est un peu perplexe. Mais quand cela ne tienne, il faut retenir que la Fédération burkinabé de football a réussi son exercice statutaire, qui est donc l'Assemblée générale ordinaire, qui a été donc tenue du côté de Koudougou, et ça c'est une très bonne chose, ça montre la vitalité donc, et que le respect des textes au niveau donc, de la Fédération burkinabé de football, et ça c'est déjà intéressant. Je vous ai dit, quand les associations réussissent à faire leur assemblée générale, c'est quelque chose déjà de très bon, c'est un point positif, ça aussi il faut le dire. Maintenant, on l'a dit, hein, donc aujourd'hui la fédération aussi perd une grosse manne financière qui est donc la LONABE qui se retire donc du championnat. C'est vrai qu'on n'a pas compris. Voilà, on n'a pas compris, on n'a jamais su combien la LONABE donne ou bien a donné pour le naming. Maintenant, on dit que la LONABE se retire, c'est forcément un manque à gagner, ça il faut le dire, pour des questions donc réorienter ses ressources vers les questions sécuritaires. Justement. Donc du coup, ça devient difficile. Oui, mais justement, Claude Romba, c'est un naming, donc quand c'est comme ça, c'est apposer un nom, c'est un genre de label, labellisation et tout. Maintenant que ça dure juste un an, est-ce que on n'a pas vu, c'est pas le problème de n'avoir pas vu loin? Parce que la LONABE aujourd'hui, quand même, pose un argument sur la table. On est dans un contexte sécuritaire où, bon, on pense que si d'aventure il devrait y avoir à accompagner, il y a des secteurs qui sont plus essentiels. Tout à fait. Donc, on pourrait se dire que ça aurait dû peut-être se ficeler sur un certain nombre d'années pour qu'on passe à un changement de nom tel. Là, on a juste après une saison et puis c'est fini. Tout à fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup de non-dits dans cette signature de convention entre la Fédération et la LONABE. Beaucoup avaient demandé, en tout cas, à ce que les termes donc, de ce contrat-là soient clarifiés. Mais cela n'a jamais été le cas. Donc, ça fait que c'est difficile aujourd'hui donc de porter, ou en tout cas comme vous l'avez dit, la vision n'a pas été bonne, elle a été une vision de très courte durée, parce qu'on aurait pu, pour un naming quand même, on aurait pu aller quand même vers au moins 2 ans, pour 2 ans d'expérimentation. Or, bon, dans les couloirs aussi, je suis sûr que c'était donc, ce n'était pas forcément un naming en tant que tel. Maintenant, quelle est la vérité? À l'Assemblée générale, on ne l'a pas dite. Donc du coup, ça devient difficile de juger, pas qu'on dise, vous avez parfaitement raison pour dire que c'est vraiment difficile, hein, donc de voir que après, avec évidemment tant de folklore autour donc de ce naming là, et qu'on voit que au finish ça se termine comme ça en queue de poisson. Je pense que c'est assez difficile à accepter, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? La LONABE a donné ses arguments. Maintenant, il appartient à la Fédération burkinabé de football avec sa direction marketing donc de pouvoir donc explorer d'autres pistes et donc pouvoir donc rapporter un peu d'argent encore, parce que le sponsoring aujourd'hui dans le football, il est important. Voilà, donc il faut peut-être aller un peu dans ce sens-là, et puis bon, travailler donc à faire donc de ce championnat national-là, ou en fait de ces matchs-là, des événements pour que le public aussi vienne, parce que là aussi c'est un autre challenge. Donc voilà, donc c'est vraiment de grands défis, hein, pour la Fédération burkinabé de football. Maintenant, un exercice a été accompli, c'est déjà très bien. Maintenant, il faut aborder la nouvelle saison. Je pense que tout ce qui a été adopté comme plan d'activité va être exécuté. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à la Fédération burkinabé de football, et que le football burkinabé se porte mieux. Un autre sujet qu'on va aborder, mais avant un reportage, le ministre tout en charge des sports et celui des finances ont procédé, c'était vendredi dernier, à la visite du stade du 4 août qui est en réhabilitation. Cette sortie de visite-là donc avait pour objectif d'abord de constater de visu l'avancement des travaux qui ont été entamés déjà il y a quelques mois. Et au terme de la visite, vous allez l'écouter tout à l'heure, les ministres, pour le peu qu'on puisse dire, ne sont pas vraiment satisfaits des travaux, du taux d'exécution. On est à en gros 37%. Nous revenons donc sur ces lieux avec ce reportage qui nous est proposé par Hyacinthe Savadogo. 4 mois après la première visite, voici le visage que présente le stade du 4 août avant la fin des travaux. Des chaises en installation dans les vestiaires aux couleurs nationales, des salles en réfection, bref, un nouveau look en gestation qui tarde à voir le jour. Et pourtant, la fin des travaux était prévue pour le mois de septembre. À voir le taux d'exécution des travaux qui est de 37%, le stade ne pourra donc pas être livré en septembre. Il faut prendre des décisions appropriées pour la poursuite normale des travaux, de sorte à ce que le prochain match des étalons et également d'autres compétitions internationales puissent se tenir au stade du 4 août. Et nous
nous repartons avec un sentiment, disons, mitigé, pas totalement satisfait parce que les délais prévus, c'était en septembre, et dans un mois. Et au regard des travaux qui restent, il est certain que ce délai ne sera pas respecté. Pour le chargé du contrôle des travaux, des exigences sont énormes et il faut mettre tout en œuvre pour répondre aux normes. C'est vrai qu'on avait pris l'engagement de finir les vestiaires avant fin juin exactement, ça c'était l'entreprise. Alors, il y a eu d'autres difficultés par rapport à ces vestiaires, c'est ce que je vous avais dit, puisque chaque fois on est obligé d'aller sur le site de la CAF pour voir qu'est-ce qu'ils ajoutent. Et même mieux, on a fait une mission sur les installations qui sont faites en Côte d'Ivoire. Donc on allait regarder le stade de Bouaké, le stade de Yamoussoukro et le stade d'Abidjan. Et on a vu d'autres exigences de la CAF. Il fallait venir configurer ces vestiaires-là. Vous n'êtes pas rentré dans la partie salle d'eau. Avant, ils nous demandaient que 5 toilettes WC et puis 5 douches. Maintenant, il faut des toilettes pour le coach, il faut les trucs. Alors nous, ce n'est pas une nouvelle construction, on est obligé de nous réadapter à ça. En rappel, ce sont plus de 14 milliards de francs CFA qui sont injectés dans la réhabilitation du stade du 4 août et la fin des travaux ramenés avant la fin de l'année 2022. Selon les responsables, les étalons pourront jouer leur premier match dans ce stade en 2023. Retour sur ce plateau et on vient d'être rejoint par Moumouni Naon, membre de la commission juridique de l'octroi de licence de la Fédération burkinabé de football. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. C'est un plaisir de vous avoir. Et nous également, plaisir d'être avec vous sur le plateau. Et Claude Romba qui est toujours là. Tout à l'heure, le sujet qu'on vient de voir qui est assez intéressant puisque suivi depuis la question de ce stade du 4 août sur lequel il y a des travaux, ça dure, et les ministres qui s'y déportent pour constater l'état d'avancement, mais quand on les a écoutés, bon, 37%, et puis bon, c'est des autorités, hein, vous savez, il y a le langage qui va avec, mais on sent qu'ils cachent très mal une colère. Évidemment, je pense que c'est parce que le stade du 4 août aurait dû être livré au mois de septembre. D'accord. Donc, dans moins d'un mois. Donc, quand on regarde ça, parce que les étalons devaient jouer sur la fenêtre de septembre, ici même à Ouagadougou. Donc, à partir du moment où on voit ça, ça peut être difficile. Je comprends un peu la colère, donc une colère quand même maîtrisée, hein, donc du ministre en charge des sports. C'est tout à fait compréhensible parce que bon, aujourd'hui, avec près de avec combien de milliards qui ont été qui devaient être investis dedans, et je pense que les exigences sont telles qu'aujourd'hui, du football, je veux dire, et qu'il y a longtemps que le football, que les Burkinabés donc, ne communient plus avec leur public, leur équipe nationale. Donc du coup, c'est un peu difficile. La pression aussi au niveau social est difficile, la pression donc, des supporters, la pression même du peuple. Je comprends un peu donc, la frustration donc, du ministre des Sports. Mais bon, comme Moumouni Naon est là, justement. Lui, il est au niveau donc, de la Fédération burkinabé de football, il y a les exigences. Aujourd'hui, la CAF a édicté 17 exigences pour mettre en norme donc les stades du 4 août. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est vrai qu'avec l'exécution des travaux là, on peut être dans les délais d'ici la prochaine rencontre des étalons en mars? Difficile du point de vue des taux d'exécution énoncés, mais faisable. Il faut dire que les exigences au niveau de la CAF et au niveau du stade du 4 août, étant un ancien directeur d'exploitation de logisme, il va falloir juste l'éclairage. Ça va poser un problème parce qu'il faut de 1200 lux à 2000 lux d'éclairage pour pouvoir être homologué. Les vestiaires également qui n'ont pas été totalement finis, ils doivent respecter un certain nombre. Donc 5 toilettes, 5 douches, 5. Et au stade du 4 août, il n'y en avait que 2 toilettes assises qu'il fallait amener à 5. Tous ces travaux sont en train d'être faits. Le gros problème va être le problème électricité, du grand courant qui va être fait par rapport aux projecteurs non seulement, mais aussi par rapport aux écrans. Donc pour moi, vu aujourd'hui le délai d'exécution, le ministre l'a dit, c'est déjà dépassé pratiquement parce qu'on est en août, il nous reste 1 mois, on ne peut pas le livrer en 1 mois. Maintenant, il faut travailler à ce qu'à la reprise des matchs des étalons seniors pour qu'on puisse jouer à domicile. Et je pense que c'est faisable.
Ça, c'est faisable. Moi, j'ai une question parce que je suivais le reportage tout à l'heure. Il y a quelque chose qui m'a fait tilt là, et il faut que moi je l'aborde. J'ai écouté Lassina Ouattara, qui est dans le contrôle. Tout à l'heure, quand on l'écoutait, il parlait du voyage. Il est dans le contrôle. Il est dans le contrôle de direction technique. Et quand on l'écoutait, il parlait de voyage à Abidjan pour regarder certains stades et tout. Bon, moi, je ne comprends pas. Au moment où on doit parler de livraison, où on parle de l'État, on parle de voyage pour aller voir certains stades et puis comprendre maintenant que, il y a des éléments qu'on devrait prendre en compte. Mais dans ce cas de figure, le dossier d'appel d'offres, il sert à quoi? Oui, effectivement, vous avez un peu raison pour cette partie parce que je crois que le voyage a été fait avant. D'accord. Le voyage a été fait avant. Ce n'est pas un voyage programmé après cette visite. Ok. Voilà, le voyage d'études a été fait avant. Mais ça aurait été vraiment propice que ce voyage soit fait avant le dépôt des DAO, les dossiers d'appel d'offres. Le dossier d'appel d'offres est là. Mais on a une exigence. Et l'exigence principale, c'est la réglementation CAF, qui est, tantôt que M. Claude Rwamba citait, les 17 points à satisfaire. Et les 17 points, c'est quoi en gros? Les 17 points, premièrement, c'est les vestiaires qui doivent répondre aux normes, c'est les sièges dans tout le stade, c'est les parkings qui doivent aussi répondre aux normes, c'est les entrées VIP et les entrées VVIP. Voilà, qui doivent répondre aux normes, c'est la commodité, même les écrans de projection qui doivent être 2 selon la CAF et 3 selon la FIFA. Donc dans la réhabilitation du stade, c'est 3. On doit avoir un écran à l'emplacement actuel de l'écran, et un autre écran à la porte 15 et un autre à la porte 10 pour permettre aux spectateurs de ne pas tourner la tête pour regarder un écran. Chacun, en étant assis dans le stade, dans la cuvette, devrait avoir la possibilité d'avoir un écran en face. Voilà. Donc ça, c'est les exigences de la FIFA. Donc le stade du Catou est allé au-delà, au-delà des exigences de la CAF pour s'accorder aux exigences de la FIFA. Et vous savez, avec nous aujourd'hui, qu'on joue avec la VAR. C'est ça. Voilà. Et dans le dossier que nous avons, la VAR a été pris en compte pour l'étude. Mais pour la réalisation, et le coût est tellement énorme que ça a été mis pratiquement en stand-by. Donc c'est combien en gros? On peut le savoir? La caméra sur le central, là, pour la mettre, ça tourne autour du milliard, pratiquement. Wow. Ouais. Puis il y a une caméra qui doit faire toute la longitudinale du stade, qui est suspendue avec les câbles, tout ça qui est la caméra centrale qui prend les images de haut, de tout ça. Va. Sinon, les prises, tout est qui est mis. Tout est incorporé dans l'étude pour que la VAR puisse être utilisée. Mais maintenant, ça va être des à-coups après pour permettre vraiment au stade d'être vraiment aux normes internationales spécifiées. Mais la VAR n'est pas exigée. C'est ça. Voilà, la VAR n'est pas exigée par les conditions, il faut être clair dessus, par les conditions CAF ni FIFA pour les matchs. Voilà, la VAR, mais c'est souhaité. Et quand nous savons que ces exigences évoluent au fur et à mesure, il faut les prendre en compte déjà. Exactement. Tout à fait. C'est ça. Il faut les prendre, il faut anticiper pour ne pas se retrouver dans la